Alors, ce qu'on avait à faire ici, comme exercice, où on était rendu au dernier cours, c'est l'exercice ici. Donc, on doit créer un fichier type.python, affecter les valeurs à des variables qui sont là. Je m'excuse. Ensuite, identifier les types de ces variables en utilisant la fonction. Et ça ici, c'est pour faire un test. Is instance of, tu mets ta variable, tu mets le type recherché. Et on pourrait même se rajouter ici une petite section tantôt, je vais vous aider. Mais is instance, ça permet de retourner vrai ou faux, puis ça compare notre variable au type recherché. Donc, ici, on regarde ici. Une petite recherche. Donc, is instance of, ça vérifie le premier argument contre le deuxième. Et si on regarde, on a des exemples ici. Donc, foo instance égale foo, on a défini une fonction et on va avoir vrai, faux, vrai ici des types natifs. J'aime ça avoir toutes les sortes. Donnez-moi 2 secondes. Hop. Donc, ça nous permet de faire une vérification. On y passe l'objet et le type. Et là, ici, isInstance, hello, il va vérifier si c'est un float, un int, un string. Vous pouvez l'exécuter ici. Donc, ça vérifie si c'est un de ceux-là. La réponse, c'est vrai. Mais ça, c'est tout ce que tu peux mettre. Alors, on aurait pu dire tout simplement ici, éliminer toutes les autres. Réexécuter. Et ça retourne true encore. Donc, on se fait une petite feuille avec ça. Comme ça, tout le monde va pouvoir regarder ça. Puis à la fin, je vais vous le remettre. Donc, pour faire l'exercice ici, on va s'ajouter une slide.
Est-ce que tout le monde a été capable de faire la partie sur les types? Qui n'a dit mot consent? Avez-vous été capable de faire la division? Je suis en train de la faire. OK, allez-y. Oui. Oui. Ouais. Bon. On poursuit notre apprentissage de Python. Alors, traditionnellement, vous savez déjà les faire en Java, donc je vais quand même maintenir un bon rythme. Maintenant, comment on fait des tests, des if que vous connaissez, et des boucles en Python? Alors, premièrement, structure des tests. Donc, comment on effectue un if-else? Et regardez, vous allez trouver ça particulièrement intéressant. If-else, ça, c'est pas pire. If, et là, regardez, le else if devient elif. Si on regarde ça, donc, if condition, pas besoin de parenthèse, mais les deux points sont obligatoires et bloc exécuté quand la condition est true, même chose qu'en Java. Donc, le mot réservé if débute la structure du test. La condition, c'est une expression booléenne. Si condition est true, le bloc exécuté, puis sinon, ben, le bloc n'est pas exécuté. Si on regarde ça ici, if condition, deux points toujours, bloc exécuté, else, deux points, bloc exécuté quand c'est faux. Est-ce qu'il y en a qui ne connaissent pas les if-else, là? Et là, on a le
elif. On a-tu l'équivalent en Java? Elif, elsif, hein? Oui. C'est ça. Donc, n'oubliez pas les 2 points. Et là, ben, par exemple, tu as l'opérateur conditionnel qui se fait dans une ligne. Hein? Valeur égale expression if condition else expression 2, qui peut aussi se traduire comme ça. Et là, on va faire un exemple. Je vous demande de définir une variable qui va contenir 5, puis vous allez tester et afficher plus grand que 5 ou plus petit que 5. Donc, on va se faire un nouvel onglet. Test.python. Donc, var tester égale 5. Attester égale 5. If tester est plus grand que 2. Print. Donc, à partir de là, on a fait attester égale 5, if attester plus grand que 2, print plus grand que 2. On peut le tester. Plus grand que 2. Si j'avais mis 1 ici, on va le retester. Il n'écrit rien puisque ce n'est pas là. Mais on pourrait maintenant dire else. Petit 2. On peut le réessayer avec 2. Et là, on a plus grand ou égal à 2. Donc, est-ce que vous comprenez comment utiliser les if, else et elif? Ouais, c'est Oui, bon. parfaitement. Donc, on tombe maintenant dans nos boucles. La boucle while, qu'on connaît, puis on va même faire un petit exemple traditionnel. On va rajouter un autre petit fichier. Boucle underscore w.py, CTRL V. Donc, var est égal à 7. Tant que var est plus grand que 0, n'oubliez pas le 2 points, print la variable et variable moins égal 1. Donc là, on a une boucle while qui va descendre. Run.
Pardon, ça c'est un mot préservé. On va y aller avec I, qui est un grand classique dans nos boucles. J'ai oublié mes espaces qui venaient de... Et là, on va perdre l'exécuter. Et là, je viens de vous montrer quelque chose, puis peut-être vous ne l'avez pas vu. Ce qui fait que le bloc de code qui sont ces deux-là vont s'exécuter, c'est seulement l'indentation. Qu'est-ce qu'on aurait mis en Java pour s'assurer que le bloc de code s'exécutait ensemble, le print et le i-1? Monsieur, vous pouvez répéter la question? Oui. Qu'est-ce qu'on met en Java pour s'assurer qu'un bloc de code s'exécute ensemble? Des brackets, non? Et On voilà, utilise des brackets. Ici, en Python, si je mets ça là, la seule chose qui va se faire ici, c'est le print i. Et dans ce cas-là, je ne sortirai jamais de cette boucle-là parce que ma condition de sortie est plus grande que 0. Donc, j'ai 7. Est-ce que je suis plus grand que 0? Oui. Print 7. Là, il arrête parce qu'il ne voit pas ça comme faisant partie du while. Donc, c'est important de comprendre, en Python, ce qui vient dire que c'est un bloc de code, c'est l'indentation. Alors, si je le fais comme ça, vous voyez que je décrémente. Ça veut dire qu'il fait la dernière ligne. Si je fais ça comme ça, vous voyez que la réponse, c'est 7 tout le temps. Donc, une partie importante pour vous à comprendre, c'est que en Python, ce qui crée un bloc de code, c'est l'indentation. Ça va? Et c'est pour ça que dans l'exemple ici, c'est ça que j'avais. L'indentation. For. Donc, ce qu'on a, c'est for. Ça y prend une variable. Ça, c'est l'équivalent de notre book for en Java. Donc, for, c'est quoi la valeur in range? Donc, valeur de départ, valeur de fin et incrémentation. Et n'oubliez pas, c'est la même chose. On finit avec un 2 points et tout le bloc de code devra être indenté.
Alors, on va réexécuter le code. Et là, boucle for. Donc, la valeur ici, c'est mon compteur. J'aurais pu même donner un petit nom français. Compteur. In range de 1 jusqu'à 5. De 1 à 5 en sautant par 2. C'est pour ça que je l'ai juste 2 fois. Donc, 1 et 3. On a le droit de sortir d'une boucle avec le break et de poursuivre avec le continue. Fonctions qu'on a vues à date depuis le début, qui sont des fonctions usuelles print, input qui sert à faire saisir le nom et les fonctions de format pour la chaîne de caractères. Donc, ce qui est plaisant ici, c'est qu'on va enfin être capable de faire le bonjour avec votre nom. Alors, faites-moi un petit programme qui prend en entrée votre nom et qui va imprimer bonjour, votre nom, comment allez-vous? Et vous avez le droit de vous inspirer ici. Donc, je vais aller ici, on va créer bonjour.pi. Donc, premièrement, on demande son nom. Et deuxièmement, on va faire print. Assurez-vous que vous êtes capable de faire ça ici. Et ici, ça vient remplacer la variable qui est ici à l'intérieur de la chaîne qui est là. Mais monsieur, est-ce qu'on aurait pu prendre un autre chiffre? Parce que là, vous avez mis 0 pour... 0, c'est le premier, parce que j'aurais pu en avoir plusieurs. 0, c'est la première variable dans le tableau. Ah, ok. Donc, prochaine diapo, c'est un exercice. Donc, écrivez un petit programme qui procède à la saisie d'une chaîne de caractères et d'un entier correspondant, respectivement au nom
et à l'âge de 2 personnes. Vous devez seulement saluer la personne la plus jeune des deux. En cas d'égalité, aucune salutation n'est requise. Pour la saisie, vous utilisez input. Et vous devez faire une conversion d'une chaîne de caractères. La fonction int, entre parenthèses, doit être utilisée. De plus, utiliser la fonction format pour afficher, mais en exécutant une variable de type entier. Donc, on a ici entrer le premier nom, puis là, tu tapes une chaîne de caractères. Entrez l'âge de, puis là, vous mettez ça ici. Entrez le deuxième nom, entrez l'âge. Le plus jeune est Brandon Stark, il a 12 ans. Donc, vous avez ça ici à faire comme petit exercice. Eh bien, rebonjour tout le monde. On avance maintenant à la prochaine diapo. Est-ce qu'il y en a qui ont eu de la difficulté à faire le petit programme qui était là? Alors, tantôt, on a un étudiant qui demandait, là, c'est quoi le 0 ici? Donc, on peut faire point format. Et ici, on ajoute la première variable à aller insérer. Donc, les tableaux sont indexés à 0. Donc, en fait, le premier s'en va du 0, le second s'en va sur le 1. Est-ce qu'il y a des questions? Non, ça va. Parfait, on poursuit. Les fonctions. Donc, vous savez déjà qu'on a tendance à diviser notre code en méthodes. Donc, et une méthode, en fait, c'est une fonction sur un objet. Dans le cas de Python, pour le moment, on n'a pas d'objet, mais on peut se créer des fonctions.
Puis là, ben, en fait, on va être capable de rappeler nos fonctions plusieurs fois. Donc, on va réduire la redondance et on va pouvoir réutiliser notre code. Ensuite, une fonction ne devrait faire qu'une seule tâche, est indépendante de ses arguments, le plus petit possible, et on met quelques commentaires pour décrire son comportement attendu et ses paramètres. Donc, une fonction prend en entrée des paramètres et retourne en sortie ce qu'elle doit produire. Pour définir une fonction, on utilise le mot-clé def comme definition. Et là, on fait def, nom de fonction, on liste tous les paramètres qu'on veut, donc paramètres 1, 2, 3, comme on voit ici. On a nos instructions. Remarquez qu'on est encore indenté ici. Et on fait le retour d'une valeur. Et c'est optionnel. Théoriquement, on peut avoir des fonctions qui ne retournent rien. Si on faisait juste de l'affichage, par exemple. On peut faire une fonction n'importe où. On peut ne pas mettre la fonction return. Et une fonction, c'est considéré comme étant un objet. Donc, appel de fonction, ben, tu mets son nom entre parenthèses, les paramètres. Si on a besoin, étant donné qu'on ne sait pas toujours quels sont les paramètres, ben, on peut y aller et tout simplement faire ça ici. Donc, on va reprendre cet exemple-là. On va aller le mettre dans notre éditeur de code. Donc, ça, c'est une addition simple. On va l'appeler add.py. Donc, on a fait ici la définition de notre fonction. La fonction s'appelle addition et elle prend un opérande 1 et 2 et elle va mettre dans le résultat de l'addition. Et on voit ici qu'on a passé les paramètres en les nommant. Et on fait par exprès pour ne pas les mettre dans l'ordre. Alors là, on a 10. Donc, si on ne sait pas toujours dans quel ordre, mettons qu'il y aurait plusieurs opérateurs, on ne sait pas toujours dans quel ordre, en les nommant et en disant à quoi ils sont égaux, l'ordre ne devient plus important. Si vous ne les nommez pas, dans ce cas-là, ils sont dans l'ordre dans lequel ils sont dans la définition de fonction. Naturellement, ici, c'est une addition. On sait que c'est associatif, donc ce n'est pas vraiment important, mais ce qui est important à retenir, c'est qu'on peut inverser l'ordre des opérateurs si on les nomme avant. On peut aussi définir des valeurs par défaut qui, si ils ne sont pas définis, comme on voit ici, dans la définition, on dit que c'est égal à 2.
peux rajouter cette merveilleuse fonction. Et on a le droit de la mettre n'importe où. Là. Il n'y a pas d'ordre. Donc, ici, on va appeler notre fonction. Et on va en profiter pour faire le print, en fait. Qui peut me dire ici ce qu'on va obtenir? Pensez-y. Dans le premier, on va avoir 10, puis dans le deuxième, Donc, le résultat va être quoi, excusez, dans l'exposant? euh, Allez, je prends toutes les réponses. Qu'est-ce qui va s'imprimer ici si je fais print, calcul exposant et que je lui passe 2? ben, il manque l'opérateur. Il manque l'opérateur, mais j'y ai donné une valeur par défaut. Ah Alors, oui. si je l'exécute, il va me donner 4. Puisque le deuxième n'est pas là, il prend la valeur de défaut que je lui ai définie. Là. Par exemple, là, peut-être pas convaincant comme démo, je vais mettre 3 au carré, ça fait 9. Et voilà. Donc, quand je mets une valeur de défaut dans la déclaration, c'est parce que si je fais l'appel et j'en mets aucun, je vais utiliser la valeur de défaut que j'ai mis dans ma fonction. Ça va? Ouais, ça va. La forme étoile va permettre de dire que je vais mettre les résultats dans un tuple. Donc, somme série, je vais recevoir un tuple, résultat égale 0, for it in opère, résultat plus égal, retourne résultat. Donc, ça va recevoir tous les opérateurs et je vais passer dedans tant qu'il va m'en rester. Donc, on va regarder ce que ça donne.
Donc, ça ici, j'ai une fonction qui va sommer tous mes tubes. Et ça ici, là, c'est résultat égale résultat plus théopère. C'est juste la forme raccourcie. Ça, je vais faire ça juste une fois. Et là, on va faire print somme d'une collection. Dans le cas qu'on dit ici, c'est un tube, parce qu'il est fait entre parenthèses. Et là, on se laisse aller. Feu. C'est assez tranquille, ça. Ah! Mais il faut qu'elle se fasse ici. Ne fait pas un return à tous les coups. Ah, voyez-vous, ici, la somme série a reçu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Elle a passé dedans et elle m'a retourné le total 8, 15, 21, 26, 30, 33, 35, 36. C'est ça. Donc, ici, j'ai un opérateur qui va faire le tour de chacun des termes du tube pour me donner le total. Donc, c'est la forme étoile. Et je peux avoir la même chose avec une liste. Et là, j'ai décomposé ma liste, je lui ai passé, elle me l'a toute additionnée. Donc, si je veux passer une variable à plusieurs termes, je lui mets une petite étoile devant. Si je mets les 2 étoiles, vous vous souvenez, on a appris ce qu'est un dictionnaire. Un dictionnaire, c'est une valeur attachée à une autre valeur. Donc, ici, on se fait nouveau. FF
-n. Et là, j'appelle maintenant ma fonction afficher détail. Et on y va. Donc, j'ai reçu en paramètre nom et prénom. Et ça m'a créé un dictionnaire où est-ce que nom, la définition était Pierre, et prénom, la définition était Prad. Grâce à ça ici. Donc, clé, valeur. Donc, les variables locales versus globales. Alors, une variable locale est définie dans une fonction et les paramètres d'une fonction sont aussi considérés comme des variables locales. Donc, si j'ai une variable à l'extérieur de ma fonction puis une variable dedans, quand je vais être dans ma fonction, ça va être ceux à l'intérieur de ma fonction, même si le nom est en double. Quand la fonction est terminée, c'est disparu. Et si je définis une fonction d'une fonction, la fonction interne, la fonction interne va prendre les valeurs dedans. Donc, c'est important de comprendre que les fonctions à l'intérieur d'une fonction, c'est la fonction interne qui va garder les valeurs de la variable qui l'englobe. De toute façon, ça va être à éviter, mais si on regarde ici, dans ce que j'ai fait, j'en ai-tu ici des variables? Non, non. Mais si je m'en viens ici, je fais A ici est une variable globale ou une variable locale? Global. Oui. Résultat ici est une variable globale ou une variable locale? Local. Locale. Elle est dans ma fonction. Au pair 1 et au pair 2, est-ce qu'elles sont globales ou elles sont locales? Lesquels, au pair 1 et au pair 2, Oui. sont globales? Non. Non? Donc, Ok. Lequel? les Ok. opérateurs, les paramètres d'une fonction sont considérés comme étant locales à la fonction. Ça veut dire que si je m'en viens ici, puis après ça, j'essaie de faire print. Oups. Donc là, j'essaie d'imprimer l'opérateur 1. Déjà, vous me voyez, il me le met en petit undefined. À l'extérieur de la fonction, l'opérateur 1 n'existe pas. C'est comme dans l'exemple ici.
Biais égale 4. Je définis l'addition au pair 1 au pair 2. Résultat égale au pair 1 plus 2 plus biais, retourne résultat. Résultat au pair 1 et 2 sont des variables locales. L parce qu'il est défini dans la fonction et les paramètres d'une fonction sont considérés comme étant locales. Donc, là, on a pas mal vu les éléments importants. Hein? On sait comment faire des if, comment faire des boucles while, for, comment se définir une fonction. Mais quelque chose qui est vraiment le fun en Python, c'est qu'il y a beaucoup, beaucoup de modules définis. Puis quand tu as besoin de faire quelque chose, tu peux tout simplement aller te chercher la fonction externe. Donc, si, par exemple, tu as deux fichiers, appelons-le mon module.py et prog1.py. Mon module.py va contenir deux fonctions, fct1 et fct2 pour fonction et 2. Si je veux utiliser dans prog.py, prog1, je peux faire import mon module et après, je peux faire mon module, point les fonctions qui sont définies à l'intérieur. Si je ne veux pas avoir spécifié mon module à toutes les fois, au lieu d'utiliser import, je vais utiliser from mon module, import étoile, puis là, tu peux utiliser fct1 directement sans avoir à mettre mon module devant. L'avantage que ça a, puis le désavantage, c'est que quand tu prends ce forme-là, tu ne peux pas redéfinir fct1, il n'y en a qu'une seule. Exercice de fonction. Dans un fichier qui va s'appeler module.math.py, écrire une fonction qui calcule le carré d'un entier. Ensuite, écrire une fonction qui calcule le cube. Donc, on va l'appeler. Appelez-le carré et elle, on va l'appeler cube. Alors, créez-moi, pour commencer, les deux premiers. Faites module.math.py. Après ça, prog1.py qui importe vos maths et qui demande à l'utilisateur de saisir un nombre à mettre au carré. Donc, on va se créer un module math.py.
Eh bien, ici, je vais vous donner un petit indice. Puisque le résultat d'un input est toujours une chaîne de caractères, vous devez la traiter dans la fonction int avant. Donc, opère, qui est mon opérateur, va être égal int de input, quel est le nombre. Et là, print le résultat est point format. Là, j'ai mis une forme un peu concise. Je pourrais vous aider là, en la décomposant. Est-ce qu'il y a une autre manière de le faire sans qu'on mette int en avant du input? C'est pour ça que je te le fais là. OK. Ça, je vous ai pris la méthode un peu serrée. Et là, au moins, vous le voyez. Là, très gentil. Alors, premièrement, il faut que vous ayez fait votre module math, mais lui est assez court ici, là, comme j'ai. J'ai def carré d'un opérateur, return opérateur, étoile, étoile 2, qui est à l'exposant 2. Et ici, j'ai def cube opère, qui est return opère, opère, exposant 3. Sur un coup que c'est sauvegardé, pour m'en servir, je fais import module math. Et là, je fais l'opérateur en string est égal à l'input. Quel nom voulez-vous mettre au carré? Là, après ça, je fais opère égale conversion en entier de opérateur string. Après ça, le résultat il est égal au module math.carré de l'opérateur et j'imprime le résultat. Est-ce qu'il y en a qui ne comprennent pas là, le code source qui est affiché à l'écran? Oui? Donc, ça, c'est fait. Donc, il nous demande de faire un module SAISIPI qui va afficher un message, lire une valeur et la retourner. Bon. Je vois qu'on va être capable de... Donc, on se fait un nouveau module saisie.pi. La fonction, est-ce qu'il me force un nom? On va l'appeler saisie int. Donc, ce qu'on veut, ça va être une string. String saisie va être égal à input. Ça, ici, on va le passer en paramètre.
message 1, je ne suis pas sûr que j'ai le droit de dire ce message qu'on. Oups, message 1. Donc, cette fonction-là va recevoir le message à afficher et va retourner un int converti. Donc, on va aller modifier légèrement notre programme pour se servir de ça. Donc, je n'ai plus besoin de faire la conversion ici. Il faut que j'importe mon module, par exemple. Je vais rendre ça un peu moins pénible. Donc, ça maintenant, je vais appeler ça à partir de cette fonction, saisie entier, puis et là, j'ai même plus besoin de mettre ça, je peux juste l'appeler directement. Donc là, j'ai importé mon module math, mais sous la forme from module import étoile, from module saisie import étoile. Et là, l'opérateur est égal à saisie int. Là, je dis le message que je veux mettre à l'utilisateur. Puis le résultat égale carré au pair. Print le résultat est résultat. Voyons voir. Donc, je vais mettre 4 x 4, 16. Et voilà. Donc, on comprend que c'est beaucoup plus pratique de se créer des fonctions. Puis là, quand je fais mon programme, j'ai juste à faire mes imports. On continue. Bon, on a un nouveau programme à faire qui demande si on veut calculer le carré ou le cube. Allons-y.
It's $17.
Eh bien, j'aimerais avoir un peu de feedback. Vous êtes rendu où, gang? Parce que moi, j'ai même eu le temps là, de plaquer ça hors un peu. J'entends personne, c'est-tu moi? Mon micro était. Je pense que vous n'avez pas entendu ce que j'avais dit. Non, j'ai rien. Peut-être que tu étais mute? Ah ouais, je pense que c'est pour ça. Mais ça, jusqu'à date, hein. Dans le fond, il me reste juste à compiler pour voir si ça marche. OK. Fait que tu t'es fait une fonction module math, module saisie. Ouais, Module math, il ressemble à ça un peu. ouais, ça ressemble à ça. Module saisie, un petit module ici. Alors, ton module saisie, il faut qu'il reçoive un message. Ok, ça, je vois. Ouais, j'avais fait ça. Après ça, il faut qu'il fasse un input puis qu'il donne le message à l'usager, qui Ok, retourne ça dans une chaîne de caractères. Puis ce que tu retournes, c'est la chaîne de caractères transformée en int. ok, il faut que la chaîne de caractères soit retourne, soit, on la retourne pas en chaîne de caractères, mais on la retourne en int, dans le fond. Exactement, parce que tu es obligé de l'élever au carré. Donc, Ok, tu ne peux pas élever au carré une chaîne de caractères. Et Python ne fait pas la conversion, alors c'est toi, il faut qu'il fasse avec la fonction int. ok. Je change ça alors. Pas de trouble. Y en a-tu qui ont des questions? Tout est assez clair. OK. Là, comme je vous ai dit, moi, j'ai un peu de. Je l'ai un peu doré. Moi, là, il reste dans une boucle qui me demande ce que je veux. Donc, un carré, je vais mettre 3 au carré. Ça me donne 9. Maintenant, je vais essayer le cube. Je veux mettre 3 au cube. Et je veux sortir 3. Il me dit même au revoir quand je sors. C'est un peu zélé. Ah, j'aurais pu essayer aussi 4.
Là, ça, c'est l'erreur que j'ai parce que j'ai passé une lettre. Du temps que vous complétez, je vais trouver la petite solution à ça. Est-ce qu'il y en a qui ont des questions sur le PROC 2? Il y en a qui sont rendus au PROC 3?
Moi, je commence le prog 3 maintenant. Donc, as-tu vu ce que j'ai changé dans le module de saisie? J'ai fait, ça s'appelle un try-catch en Java. Moi, j'ai fait un try-except en Python. C'est comme un try and catch. Ça fonctionne de la même façon. Try, j'essaie de faire ma conversion en entier. Ça ne fonctionne pas, je retourne 4 parce que dans mon programme, j'étais un peu zélé, là, mais j'accepte les choix 1, 2, 3. Fait que quand je mets 4, la boucle se refait. Vous n'êtes pas obligé d'avoir mis ça plaqué out comme moi, là, mais voilà. Ah, ok. Try and accept. Ok, ouais. Puis Exactement. ça, c'est les deux petits points, hein, aussi. Ouais, c'est ça. Ok. En fait, chaque fois que tu as un bloc qui va suivre par après, tu as toujours un 2 points pour délimiter ça. Donc, maintenant, on est là avec prog 3. Puis je le fais comme ça. Vous pouvez regarder ce que je fais. Des fois, ça vous débloque. Puis si vous avez des questions, ne vous gênez pas. Merci, monsieur. Ça fait plaisir.
Alors, le prog3, lui, il n'est pas particulièrement complexe. Pourquoi? Parce que tout le travail est fait par les fonctions qui sont dans les modules. Alors, dans saisie, je vais créer une fonction pour saisir une liste. Je vais saisir une fonction pour afficher la liste. Et dans math, je vais calculer la moyenne. On va regarder comment c'est fait. Donc, dans le module de saisie, j'ai défini ma fonction saisie liste. Elle ne prend pas de paramètres. J'aurais pu aussi mettre un message là. Donc, c'est une boucle infinie, while true. Saisie égale saisie in qui est ici en haut. Et là, je passe le message saisis une valeur ou une ligne blanche lorsque terminé. If saisie égale none, ça c'est la valeur vide. Break, je vais sortir de ma boucle. Sinon, ben, ma liste point append ce qui a été saisi. Et quand j'ai fini, return ma liste. Pour afficher une liste, ben là, c'est assez simple. Def, afficher liste. N'oubliez pas la petite étoile ici qui me permet d'exploser ma liste. Alors, ici, print list, et je peux tout simplement printer la liste qui m'a été passée. Et le module math. Pour calculer une moyenne, il faut recevoir la liste. N'oubliez pas le petit étoile. Donc, on commence avec le total est égal à 0. For item in list. Total égale total plus thème ou qui peut être abrégé à total plus égal item. Quand j'ai fini de faire toute la liste, ben, je fais moyenne est égale à total divisé par LEN, ça va retourner la longueur de la liste, et je retourne la moyenne. Si on exécute ça maintenant, on va vider ça ici. On va l'exécuter. Donc, la moyenne de 5, 4 et 3 devrait être 4. Et voilà. Qu'est-ce que vous voulez que je vous mette à l'écran là, pour que vous le voyez comme il faut, pour vous aider là, à compléter le prod 3, qui est la dernière chose qu'on va faire aujourd'hui? Monsieur, vous avez dit que pour la moyenne, c'est seulement 2 étoiles. Si on veut mettre toute la liste dans la méthode, c'est ça? Là, tu parles dans le module de saisie? Oui, c'est ça. Pour l'affichage, quand tu reçois, tu mets une étoile devant pour l'ouvrir. Fait que tu vas être capable de faire print list, tout simplement, puis ça va tout s'imprimer comme tu as ici. Puis pour la moyenne, c'est 2 étoiles, ça, vous avez dit? Non, 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 non. L'étoile, c'est pour l'ouvrir. Ok. La moyenne, là, dans le module de calcul, là, même chose. Étoile liste. Ok. For item in toute la liste. Fait que ça, c'est une boucle for qui va itérer sur toute ta liste. Ok, ouais. Si on revient ici, là. Donc, quand tu mets une étoile, tu peux collecter les paramètres dans un tuple. C'est l'exemple qui est ici. Donc, tu passes en paramètres étoile une liste de paramètres, puis ça crée un tuple que tu vas être capable d'itérer.
Tu vois, ça ici, là, j'y passe tout ça et je lui dis ça, c'est un tuple en faisant l'étoile. Ok, ouais. Ah, ok, j'ai compris, j'ai compris. Donc, Ok. l'étoile prend une série ou une liste et la transforme en tuple, puis un tuple, tu peux l'itérer avec ça. Donc, la forme étoile me permet, dans un paramètre, de collecter tout un tuple. Le double, Ah, ouais, le ouais, ok. dictionnaire, mais on ne se sert pas de ça ici. Dictionnaire étant clé-valeur. Ah, ok, c'est ça. Ok, les 2 étoiles, c'est pour dire. Ok, ça, c'est pour autre chose. Ok, L'étoile, parfait, c'est pour parfait. faire un dictionnaire. La forme étoile, elle, me permet de prendre une collection et de la mettre dans un tuple. Ok, parfait. Je vais faire ça maintenant. Merci, monsieur. Ça me fait plaisir.